Bonne année! Alors contrairement à l'année dernière, on n'a pas eu le courage de regarder avec vous les vœux de notre président en carton. Là où dans nos villes et nos villages, l'heure est d'habitude Non, il est de énervant. rassemblement, ils sont cette année interdits par l'épidémie. On arrête, c'est chiant. Pourquoi on avait dit qu'on faisait ça déjà? 2021 sera l'année des conséquences sociales du Covid, la crise économique, l'explosion de la pauvreté, l'heure est grave, on a donc mieux à faire que d'écouter des vœux, on a du pain sur la planche, les crises de l'ampleur de celles qu'on va connaître, c'est rarement sans conséquences sur la vie politique, les États vont reprendre la main sur la machine économique, mais pourquoi faire? Le gouvernement semble pour l'instant délaisser les précaires et les jeunes pour des raisons idéologiques, comme on vous l'avait raconté dans un épisode d'octobre intitulé « Les sacrifiés du Covid ». Face à la tempête, le capitaine Macron garde la barre à droite. Les dernières agitations sécuritaires et identitaires du gouvernement nous le confirment. Pour nos gouvernants, la France se gouverne à droite, bien à droite même, mais ont-ils raison? Est-ce ce que les Français attendent majoritairement? La gauche et les idées de gauche pèsent-elles encore quelque chose dans ce pays ou la France a-t-elle durablement basculé à droite? C'est la question qu'on va se poser dans ce premier épisode de l'année 2021. Les enquêtes d'opinion ordinaires, celles des instituts de sondage commandés par la presse, auraient de quoi nous inquiéter. En juillet 2020, une étude de l'IFOP relayée par Le Point nous annonçait ceci: 15% des Français se positionnent à gauche, 32% au centre et 39% à droite. Alors là, autant se recoucher tout de suite, la gauche a perdu la bataille des idées, comme on dit. Pour Jérôme Fourquet, directeur du pôle opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP, cela s'explique surtout par le vieillissement de la population et par la mise en avant par les médias et les politiques de thèmes sécuritaires. Bon, très bien. Alors on peut commencer par contester quand même la méthodologie. On parle là de 2000 personnes qui ont volontairement répondu à un sondage sur internet et surtout on parle d'auto-positionnement. Il est facile de savoir si les gens se déclarent de gauche, il suffit de leur demander. Il est plus difficile de savoir s'ils le sont vraiment. Pour ça, un petit questionnaire en ligne, ça ne suffit pas. Heureusement, pour en savoir plus, il y a d'autres méthodes. On peut poser un certain nombre de questions plus fines, observer les tendances sur le temps long plutôt que de prendre l'état de l'opinion de quelques sondés à un moment précis, et quelques chercheurs en sciences politiques s'emploient toute l'année à étudier l'opinion sérieusement. C'est sur le travail de ces chercheurs et chercheuses que s'est basé cet article de Mediapart paru il y a quelques semaines. La France est-elle vraiment de droite? C'est ce que se sont demandé Mathilde Goannec et Fabien Escalona. Fabien est politologue et spécialiste de la social-démocratie. Nous l'avons donc interrogé pour préparer cet épisode. Il a commencé par nous confirmer que l'idée d'une France profondément de droite, c'est aussi à traiter comme un effet de croyance. Un effet de croyance qui est entretenu, pas forcément par les enquêtes au long cours qu'on a cité dans l'article, mais par les sondages un peu au petit bonheur la chance, avec des questions pas forcément toujours bien faites, et qui tendent à accréditer l'idée que, au fond, plus on a une position conservatrice, plus on a une position réac, plus c'est récompensé par l'opinion. Et pour peu que ça se passe dans un contexte où effectivement il y a des événements choquants, type un attentat, évidemment, si le lendemain d'un attentat vous faites des questions sur l'islam, le terrorisme, que vous faites ça sur des petits échantillons en posant des questions un peu caricaturales, vous pouvez obtenir des résultats un peu effrayants, quoi. Fabien remet donc en cause le sérieux des enquêtes du type de celles publiées dans la presse, des enquêtes qui impressionnent pourtant avec leurs tableaux, leurs graphiques, leurs chiffres. Bourdieu aurait dit d'elles qu'elles ont le vernis de la science. Je pense qu'il y a un abus de science. C'est un usage illégal, de la science sociale. Bon. Et comme on parle d'usage illégal de la médecine. Bon. Et à ce titre, je souhaiterais beaucoup que des institutions efficaces, de contrôle efficace soient mises en place et qu'en tout cas, et c'est le sens de mon intervention, le soupçon se généralise à l'égard des sondages, que les hommes politiques, les journalistes, etc., regardent de manière soupçonneuse, c'est-à-dire avec vigilance, comme le font les chercheurs, les sondages. Est-ce qu'il est très sérieux, en effet, de demander aux gens de se positionner eux-mêmes? Est-ce que tous les électeurs de Marine Le Pen se positionneraient eux-mêmes à l'extrême droite? L'électorat de Mélenchon se positionnerait-il à gauche, à l'extrême gauche? Se positionnerait-il seulement sur l'axe gauche-droite ou se contenterait-il de se réclamer du peuple et du bon sens? Et si on se demandait plutôt quelles sont les valeurs et les croyances des interrogés sur des sujets précis? Le baromètre Edelman, publié en janvier 2020, nous apprend que parmi les 34 000 salariés interrogés dans 28 pays dits développés, dont la France, 56% déclarent que le capitalisme apporte plus de mal que de bien. Putain!
C'est pas rien, c'est pas 3 personnes. Mais ce genre de questions intéresse rarement les grands médias ou les politiques, alors on les pose moins. Ce qui intéresse les décideurs... Ça te va les décideurs? Ce qui intéresse les décideurs, ce sont les élections, donc il va falloir à tout prix que les sondés choisissent un camp. Et c'est là-dessus qu'on a l'habitude de les interroger. Et un des effets principaux que produisent les sondages, c'est d'imposer à des gens des questions idiotes, ou des questions qui n'intéressent que ceux qui les posent. Bon, alors comme les gens sont polis, en général ils répondent. Et par le fait de poser certaines questions naïves d'un point de vue scientifique, enfin, on produit des réponses artificielles, on produit des artefacts. Il s'agit d'un sondage là d'Antenne 2. Êtes-vous pour ou contre les sondages? Je suis contre les sondages. Et alors deuxième question, accepteriez-vous de répondre à un sondage ou n'accepteriez-vous pas de répondre? Oh, je n'accepterai pas de répondre. Dans tous les cas? Dans tous les cas. À aucun sondage. Alors je note vos 2 réponses. Plutôt donc que de mesurer des opinions changeantes, biaisées par l'actualité ou les discours politiques, certains chercheurs comme Pierre Bréchin se proposent d'étudier les valeurs des Français. La France des valeurs qu'il a dirigée revient sur leur évolution grâce à 40 ans de travaux et d'enquêtes. Ce que montrent nos études, c'est que on est de plus en plus dans des sociétés que j'appelle d'individualisation. C'est-à-dire que chacun veut être autonome dans tous les principaux domaines de sa vie. Et il faut bien distinguer l'individualisation et l'individualisme. On dit toujours que l'individualisme progresse. Or, pour moi, non. Il ne progresse pas, j'ai des chiffres. L'individualisation, c'est chacun son choix. L'individualisme, c'est chacun pour soi. Et là, ça peut être contre-intuitif puisque certains penseurs nous ont martelé que le libéralisme des valeurs accompagnait fatalement le libéralisme économique, par exemple, mais prenons un cas concret. L'individualisation, c'est la recherche d'autonomie. Celle-ci se retrouve bien sûr dans les luttes féministes et dans beaucoup de luttes minoritaires. Il s'agit de demander moins de contrôle social de la part des familles, des employeurs, moins de contrôle de l'État, mais pas forcément moins d'État. Pour s'émanciper de sa famille ou de son conjoint, l'aide de la collectivité peut au contraire être cruciale. C'est le sens de cette pétition adressée au Sénat, une pétition qui demande à ce que le calcul de l'allocation adulte handicapé ne tienne plus compte des revenus du foyer et donc du conjoint. L'enjeu est bel et bien un enjeu d'autonomie, d'émancipation, plutôt faire appel à la solidarité nationale qu'à la dépendance conjugale dont on connaît les limites et les risques. Évidemment, je vous encourage à aller signer cette pétition. Face à la crise économique actuelle, il en va de même pour les jeunes, qui se passeraient bien de la solidarité familiale. Pour eux, l'aide de l'État serait une émancipation. À cet égard, on comprend que l'individualisation, ça n'est pas l'individualisme. Bref, quand on mesure les valeurs, l'émancipation reste un désir fort chez les Français. On trouve également une hausse des valeurs de tolérance, d'acceptation de la différence quelle qu'elle soit. Les valeurs libérales gagnent du terrain dans toute l'Europe, alors même que l'extrême droite fait des scores électoraux de plus en plus inquiétants, y compris en France. Alors, est-ce que les électeurs votent contre leurs valeurs? Est-ce qu'ils votent pour les conservateurs alors même qu'ils ont parfois le cœur bien plus à gauche qu'on pourrait le croire? C'est de plus en plus dur pour les gens de se reconnaître dans des partis. C'est plutôt que l'échelle droite-gauche, c'est la proximité partisane qui a subi un ressac vraiment assez énorme. Alors il y a sans doute des effets de long terme, mais là le quinquennat Hollande a vraiment joué, en tout cas pour ce qui concerne la gauche, ça a été massif. Le quinquennat Hollande a fait très mal à l'électorat de gauche. Fabien nous a dit que plusieurs chercheurs lui ont affirmé que c'était en effet un moment de bascule. Les attentes en matière de redistribution et de justice sociale n'ont pas baissé dans la société. Vincent Tibéri affirme même que l'attachement à l'État-providence a même retrouvé des niveaux historiquement élevés. La gauche de gouvernement n'a juste pas été à la hauteur de ses attentes. Elle a souvent déçu, mais le moment Hollande, c'était la trahison de trop. Les jeunes générations qui n'ont connu que cette gauche-là ont peu de raisons de faire confiance à la gauche et ont même peu de raisons de faire confiance à l'élection elle-même et préfèrent souvent agir autrement sur la société. Par les associations, par les pétitions, par les manifs. Mais vous avez aussi tout un pan de la jeunesse qui ne s'intéresse pas à la politique institutionnelle. Et on peut les comprendre. La classe politique et ses vieux hommes blancs coincés ne fait pas rêver, et rien que dans cet épisode d'Ouvrez les guillemets, très centré sur les sciences politiques, je vous ai aussi finalement montré des chercheurs blancs, érudits. La politique institutionnelle est un terrain qui peut paraître élitiste, compliqué et excluant. C'est pourtant sur ce terrain intimidant, en utilisant le langage de ce milieu, qu'on demande aux jeunes de se situer. Alors vous êtes de gauche ou de droite? On leur demande de se prononcer sur tel ou tel candidat, sur tel ou tel programme, souvent bien éloignés de leur réalité et de leurs besoins. Par contre, ils sont très intéressés par plein d'autres enjeux. L'environnement, l'immigration, les réfugiés, le climat, les inégalités sociales, etc. En gros, quand je disais le vote ne suffit plus, mais pour ces jeunes-là, effectivement, ça ne suffit plus parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire qui sont
qui vous permettent d'être beaucoup plus actifs, beaucoup plus en phase avec la société. Et la mobilisation de ces jeunes générations a en effet mis à l'agenda médiatique et politique les questions de climat, d'égalité homme-femme ou de violence policière, mais quelle force politique saura formuler ces demandes et les transformer en programmes politiques crédibles et désirables? Est-ce que les soutiens du comité Adama auront envie de voter France Insoumise? Est-ce que les jeunes des Marches pour le climat vont se projeter dans une candidature Yannick Jadot? Rien n'est moins sûr. Les jeunes ne sont pas les seuls à ne pas se retrouver dans l'offre politique. Souvenez-vous des Gilets jaunes, nombreux eux aussi à ne pas se situer sur cet axe gauche-droite, nombreux à s'être également réfugiés dans l'abstention. L'abstention est très forte dans la classe laborieuse, précisément celle dont la gauche devrait porter les aspirations. Pire, cette abstention, elle progresse, l'électorat, celui qui vote vraiment, à chaque fois, vieillit. C'était d'ailleurs l'argument avancé par Jérôme Fourquet, la France vire à droite parce qu'elle vieillit. Mais les vieux de demain sont-ils les mêmes que les vieux d'hier? Pour la plupart des chercheurs en sciences politiques, il est plus pertinent de penser en termes de cohorte et de génération qu'en termes d'âge. C'est des effets de génération qui vont peut-être bouger, c'est-à-dire tous ceux qui arrivent à la retraite maintenant, c'est pas les mêmes retraites qu'avant, ils n'ont pas eu la chance de se constituer les mêmes patrimoines qu'avant, et donc et en plus de ça, ils sont moins religieux qu'avant, donc il y a peut-être aussi des choses qui vont bouger de ce côté-là. À l'heure où il est à nouveau question de la réforme des retraites, voilà qui pourrait poser problème à Macron. D'autant plus qu'il avait cru lui aussi que la France était profondément de droite, qu'elle avait besoin d'autorité, que la figure du roi lui manquait même. Il s'en est convaincu mais n'a pas convaincu grand monde. Ce pays est travaillé par des valeurs contradictoires mais fortes. Il y a une demande d'état social et oui, il y a une demande d'autorité et d'ordre également. Mais derrière ces notions vagues, chacun met un peu ce qu'il veut. Les années Macron, régulièrement secouées de mouvements sociaux turbulents, ont-elles été des années d'ordre ? Macron, au plus bas dans les sondages, discrédité par la gestion des masques et maintenant des vaccins, a-t-il encore de l'autorité? La droitisation du champ politique et médiatique, la droitisation des élites semble être une réalité facilement observable si l'on écoute les discours et qu'on observe les politiques menées. La gauche, elle, paraît discréditée tant elle a failli à porter les attentes de son électorat traditionnel. La machine est grippée et c'est toute la démocratie qui étouffe. La classe dominante a fait main basse sur tout ce qui pouvait assurer ses intérêts. Elle a fait son nid dans tous les partis de gouvernement, a phagocyté tous les grands médias, condamnant les mondes populaires au sentiment de leur impuissance. À la gauche, maintenant, de se réinventer, dans les mouvements sociaux, dans de nouveaux médias, mais également dans les partis. Tout ça va se jouer cette année. Il est urgent de mettre en avant d'autres politiques, d'autres programmes et d'autres voies. Parce que passé le choc des confinements, nous ne pourrons que constater l'étendue des dégâts et on aura besoin collectivement de ces valeurs dites de gauche, de solidarité et de justice. Et ces valeurs, il est rassurant de voir que nous ne les avons pas perdues et elles nous seront utiles pour la suite. À lundi prochain.